Oui, super. Donc aujourd'hui, on a la chance d'avoir deux présentations. On aura une première présentation de la part de Lati qui va pouvoir balayer les différents diagnostics qui existent et qui peuvent être posés ou codés par les équipes. Et donc pas seulement les diagnostics médicaux, mais bien l'ensemble des diagnostics qui existent à l'heure actuelle. Et ensuite, on aura une présentation de la part du docteur Mercuel, que vous connaissez tous, pour voilà, nous expliquer un petit peu concrètement comment adapter la pratique euh, des EMPP à la rue et comment faire quand vous rencontrez ce genre de difficultés, notamment dans le cadre de la pose des diagnostics au quotidien. Il y aura plusieurs cas cliniques qui seront aussi présentés par l'ensemble de ces personnes. Je ne sais pas si côté ATI, vous êtes présent. Je vois pas tout le monde, je suis désolée. Je suis là, je sais pas si Fabien est présent aussi. Je le vois. Il va peut-être nous rejoindre. On l'attend avant de commencer, peut-être? On voit un message. Ça marche. Normalement, les droits sont ouverts s'il y a besoin de projeter des supports. Ouais. Et donc, comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à poser des questions. Donc, les présentations vont durer 20 minutes chacune. Ce qu'on vous propose, c'est de faire les deux présentations à la suite. Comme ça, on aura un temps d'échange assez important et vous pourrez vous poser vos questions directement ou dans le chat aussi. N'hésitez pas. Est-ce que mon partage fonctionne bien? Oui, parfaitement. Au top. Bonjour. Bonjour. Bon bah du coup je vais commencer, on commence tout de suite? Oui, Bah quand oui. tu veux. Ok. Alors bonjour à tous, donc je me présente rapidement, Pierre Blagier, je suis médecin de santé publique à l'ATIH, donc l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation, et je suis responsable de l'information médicale en psychiatrie, et du coup je vais vous faire, comme le disait Emma, une petite présentation sur le recueil des diagnostics, euh, essayer de balayer un petit peu comment ça fonctionne, comment on code les diagnostics à l'aide de la SIM10. Et puis, je vais essayer de présenter aussi quelques codes qui peuvent être particulièrement utilisés dans le cadre de la psychiatrie, voire plus particulièrement dans le cadre des EMPP. Donc, il y a une petite particularité dans le cadre des EMPP, c'est que dans le guide méthodologique qui définit les règles de recueil des diagnostics, normalement, il n'est pas prévu de pouvoir recueillir des diagnostics qui sont posés dans la rue. Mais on constate que du fait que les EMPP aient une activité un peu spécifique, il y a globalement trois schémas qui sont déclinés selon les équipes. Soit certaines codent leur activité et envoient le recueil de cette activité aux tutelles, donc comme ce qui est fait généralement dans les services de MCO, etc., et en psychiatrie aussi dans dans les services. Il y a certaines unités, équipes qui codent sans envoyer aux tutelles, donc c'est vraiment juste pour coder, avoir une sorte de suivi pour eux en interne. Et certaines personnes ne codent pas du tout les diagnostics dans le cadre de leurs EMPP. Donc le fait de coder l'activité et les diagnostics, ça a un intérêt pour le suivi des patients. Et le fait de l'envoyer aux tutelles, ça a aussi un intérêt un peu de santé publique, parce que notamment les EMPP ont quand même une activité un peu spécifique et des patients un peu particuliers. Et du coup, le fait d'avoir une base de données qui, qui permet de retrouver tous les patients pris en charge par les EMPP, ça peut permettre aussi de pouvoir faire des recherches concernant ces populations particulières. Pour coder des diagnostics, donc en France, on s'appuie sur la CIM10, donc la classification internationale des maladies, donc dans sa 10e version. Il y a une règle générale primordiale que je vais rappeler plusieurs fois pendant la présentation, c'est que le meilleur code, c'est le code le plus précis par rapport à l'information à coder. Donc c'est un ouvrage de référence pour le codage du diagnostic principal ou des diagnostics associés, on va en reparler tout à l'heure.
et ça peut être codé, enfin les codes peuvent être codés par tous les professionnels prenant en charge le patient. Donc, c'est rappelé dans le guide méthodologique de recueil de l'information médicale en psychiatrie qui est disponible sur le site de la TIH. Je vous montrerai rapidement tout à l'heure. Donc, c'est bien rappelé que ce n'est pas réservé à une catégorie particulière des professionnels. Il n'y a pas que les médecins qui peuvent coder des diagnostics. C'est vraiment tous les professionnels de santé et socio-éducatifs qui prennent en charge le patient. C'est-à-dire que typiquement, s'il y a un patient qui est pris en charge par par une infirmière qui est connue pour avoir par exemple une schizophrénie, si il est pertinent de coder la schizophrénie qu'elle est déjà diagnostiquée, l'infirmière est tout à fait habilitée à coder la schizophrénie dans ce cas-là. Donc la SIM-10, très rapidement, c'est une classification qui est composée de 22 chapitres. Chaque chapitre comporte différents groupes de pathologies qui sont eux-mêmes composés de catégories, et ces catégories peuvent être subdivisées pour encore affiner le codage. Ça se base sur des codes à minimum 3 caractères. Donc, il y en a un, par exemple, le F03, qui permet de coder la démence sans précision. Lorsque une catégorie est subdivisée à l'aide d'un 4e caractère, il faut coder au moins utiliser un code à au moins 4 caractères. Il y a certaines subdivisions qui vont jusqu'à 5, voire 6 caractères, mais la majorité, c'est soit 3 caractères, soit 4. Il y a aussi, pour chacun des chapitres, les différents groupes et catégories, des notes d'inclusion, donc c'est des exemples qui sont donnés, ou des synonymes, et des exclusions. C'est-à-dire que il y a deux codes qui peuvent être assez proches et qui peuvent être mutuellement exclusifs. C'est-à-dire qu'il faut en utiliser un seul des deux pour décrire notre diagnostic. On peut aussi coder des complications, des effets indésirables, des séquelles, etc. Donc, ça se structure comme ceci. Donc, par exemple, là, le chapitre des troubles mentaux et comportements. Donc, ça comporte tous les codes en F, donc de F00 à F99. On voit que ça comprend les troubles du développement psychologique. Il y a aussi une petite note d'exclusion au niveau du chapitre. Et ensuite, ça décline tous les groupes qui composent ce chapitre. Donc, par exemple, on a le groupe troubles névrotiques, troubles liés à des facteurs de stress et troubles somatoformes, qui comprend les codes de F40 à F48. On voit qu'il peut y avoir une petite note d'exclusion aussi, parfois des inclusions, etc. Et enfin, on affine encore un petit peu plus, on a les codes de catégorie. Donc là, par exemple, F22 pour les troubles délirants persistants, et on voit qu'il est subdivisé avec 3 autres codes à 4 caractères. Alors, donc F22.0, F22.8 et F22.9. Assez souvent, et particulièrement sur les codes en F, donc qui sont, là, comme on l'a vu, la plupart des diagnostics de psychiatrie, il y a un petit rappel des définitions des différents troubles qui est donné. On voit par exemple que le F22.0 aussi, dans les notes d'inclusion, ça inclut la paranoïa, la psychose paranoïaque, etc. Il y a aussi les notes d'exclusion. Et pour la plupart des codes subdivisés avec un 4e caractère, les codes en .8, souvent c'est pour autres troubles précisés. Donc ça reste peu précis comme dénomination. Et les codes en .9, ça désigne un trouble sans précision en général. Donc c'est encore moins précis, donc on ne va pas privilégier l'usage de ces codes. Mais parfois on n'a pas le choix, il n'y a que ceux-là qui sont pertinents. Donc pour coder un diagnostic, il faut coder à minima un diagnostic principal. Donc c'est celui qui a mobilisé l'essentiel de l'effort de soin. Il peut être codé quel que soit l'âge du patient, et ça peut être codé uniquement avec des codes de la SIM10. Il y a certains codes qui sont interdits en code de diagnostic principal, mais ils sont précisés dans la SIM10. C'est précisé quels codes sont interdits. C'est plus relatif à des chapitres qui donnent des détails sur des lieux de prise en charge, etc. On peut aussi coder des diagnostics associés ou des facteurs associés. Donc, c'est par exemple des pathologies qui alourdissent la prise en charge. Et ça permet de mieux décrire certaines circonstances.
Donc, je sais pas, par exemple, s'il y a un patient qui est pris en charge parce que bah, je sais pas, il aurait des hallucinations visuelles, et en plus, il est connu pour être diabétique, et du coup, on surveille sa glycémie, et bien, comme il y a eu un petit surplus de prise en charge du fait de son diabète, on peut coder aussi le diabète en diagnostic associé. Et donc, pour rappel, on essaye de toujours utiliser le code le plus précis, et donc on essaie d'éviter, surtout pour le diagnostic principal, d'utiliser des codes qui sont en point 9, avec le quatrième caractère en 9. Donc, comme je disais pour le chapitre des troubles mentaux et du comportement, il y a souvent des définitions qui sont rappelées. Certaines catégories peuvent être précisées avec jusqu'à 5 voire 6 caractères. Et par exemple, pour tout le groupe des troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de substances psychoactives, c'est précisé dans la CIL 10 comment il faut coder le quatrième caractère, puis pour certaines subdivisions, le cinquième, voire le sixième caractère. Là, par exemple, pour le, pour le trouble dépressif récurrent, donc qui est F33, c'est un épisode actuel léger, donc on codera F33.0. Et puis, on peut apporter encore plus de précision si c'est sans syndrome somatique, donc ça sera F33.00, ou avec syndrome somatique, F33.01. Euh, voilà pour les codes en F, donc des troubles du comportement et de l'humeur. Il peut être très souvent utile aussi à avoir en tête, c'est les codes en R qui sont plus relatifs aux symptômes, signes et résultats anormaux d'examen clinique de laboratoire. Donc, c'est vraiment toute la symptomatologie qu'on peut retrouver. On va plutôt utiliser ces codes-là quand on n'arrive pas, où il n'y a pas assez d'éléments suffisants pour coder un vrai diagnostic. Donc, dans le cadre de la psychiatrie, ce sera plutôt le groupe des codes de R40 à R46, qui comporte tous les symptômes et signes relatifs à la connaissance, la perception, l'humeur et le comportement. Donc là, j'en ai juste mis deux à titre d'exemple. Donc, on peut voir par exemple un patient qui a des hallucinations visuelles, on codera R44.1. Un patient qui est agité, on pourra coder R45.1, etc. Et enfin, d'autres catégories de codes qui peuvent être utilisées, ce sont les codes en Z. Donc eux, c'est plus des codes relatifs à des facteurs influents sur l'état de santé et des motifs de recours aux services de santé. Dans le groupe des codes de Z55 à Z65, il y a par exemple le code de Z59.0 pour désigner une personne qui est sans abri. Le groupe de Z70 à Z76, c'est les sujets ayant recours aux services de santé pour d'autres motifs. Donc ça, c'est vraiment codé. Il y a un patient bah, qui est en contact avec les services de santé, mais il n'y a pas de diagnostic qui est vraiment posé, et il n'y a pas non plus réellement de symptômes. C'est plus, il y a enfin, c'est vraiment des situations assez particulières. Je vous invite à aller consulter les codes. Et vraiment, du coup, ça reste assez peu précis et assez vague. Donc, on évite ces codes-là en diagnostic principal, mais vraiment, il n'y a pas le choix. On peut les coder aussi. Et puis, il y a les codes aussi de Z80 à Z99, où là, je vous ai mis deux exemples que je supposais étant possiblement fréquents dans le cadre de la prise en charge en psychiatrie. Je passe très rapidement aussi. Il y a la possibilité de coder des intoxications et des effets indésirables. Donc pour les intoxications, ça va être les codes de T36 à T50. Ces codes-là ne permettent pas de faire la distinction entre une intoxication accidentelle ou une intoxication volontaire. Je me suis trompé dans ce que j'ai écrit dans le texte. Je corrigerai ça. Et l'aspect accidentel ou volontaire, ça sera décliné avec des codes X40 à X44 ou X60 à X64. Pour coder des effets indésirables, donc on entend par là vraiment l'effet indésirable d'un traitement qui est pris à la bonne dose, on va coder les symptômes de cet effet indésirable, plus les codes Y40 à Y59 qui vont permettre d'identifier la molécule supposément incriminée. Donc, globalement, un peu à retenir, c'est que pour le codage du diagnostic principal, essayez de garder en tête un peu cette hiérarchie.
Donc là, j'ai mis vraiment spécifique à la psychiatrie. On privilégiera un code en F, donc un code de diagnostic de troubles de l'humeur ou du comportement. Si on n'a pas les éléments pour vraiment coder un diagnostic, on peut utiliser un code en R, donc un code de symptômes. Et si vraiment il n'y a pas de symptômes vraiment décelés ou retrouvés, on pourra utiliser un code en Z. Mais c'est vraiment s'il s'agit d'un motif de recours en soins sans morbidité. On rappelle, on cherchera toujours le code le plus précis pour coder l'information. Et il faut coder uniquement les morbidités qui sont effectivement diagnostiquées ou prises en charge. Si on suspecte ou qu'on a un doute sur le fait qu'il y ait un tel ou un tel diagnostic, il n'est pas confirmé, on ne codera pas ce diagnostic. Et donc, deux informations qui peuvent être intéressantes à consulter, au moins en partie. Il y a le guide méthodologique du recueil en psychiatrie sur le site de la TIH, où il y a certains exemples de situations sur comment coder ces situations. Il y a notamment le cas particulier des tentatives de suicide qui sont codées d'une façon assez particulière, et il y a quelques exemples qui sont déclinés dans ce guide méthodologique. Et également la SIM10 à usage PMSI, où là vraiment ça rappelle les différentes règles, la différente hiérarchisation des codes. Et puis il y a vraiment tous les codes qui sont déclinés. Donc je vais juste vous montrer rapidement comment trouver cette SIM10 et comment ça se présente globalement. Je vais repartager un autre écran. Donc sur le site de l'ATH, donc là c'est vraiment la page d'accueil, la partie domaine d'activité, il y a nomenclature de recueil de l'information. On va sur l'onglet SIM10 et on peut la retrouver ici. On voit qu'il y a tous les codes qui sont déclinés, etc. Et puis ça peut être assez pratique, par exemple, si on cherche à coder la bipolarité et qu'on ne connaît pas le code par cœur, on peut juste utiliser la fonction de recherche du document. Et puis on voit qu'on arrive assez facilement à retrouver par exemple le F31, donc tous les troubles affectifs bipolaires, etc. Donc c'est assez facile de naviguer dedans quand on connaît un petit peu le document. Donc je vous invite à au moins le feuilleter, au moins les différentes catégories et groupes que je vous ai montré tout à l'heure, qui devraient comprendre la plupart des codes diagnostiques et symptomatiques que vous pourrez rencontrer et avoir besoin d'utiliser. Et puis je laisse la parole au docteur Mercuel. Pierre, il y a une petite question en ligne, enfin je ne sais pas si on peut la prendre tout de suite, Ouais, ouais. qui disait que justement il était d'usage de réserver le codage des diagnostics, enfin en tout cas localement donc à l'EMPP d'Alès, était commun de réserver l'usage des codes diagnostiques SIM10 aux seuls médecins. Et donc ils disent qu'on semble dire que tout le monde peut le faire. Donc, est-ce que tu peux préciser? Oui, c'est du coup ce que je rappelais, ce qui est clairement noté dans le guide méthodologique de recueil de psychiatrie, c'est que tous les professionnels de santé et médico-sociaux prenant en charge le patient peuvent utiliser l'ensemble des codes SIM10. Après, effectivement, s'il n'y a pas de diagnostic qui est posé, ça relève plutôt de la compétence médicale de pouvoir poser un tel diagnostic. Mais si le diagnostic est connu, je prenais l'exemple d'un patient qui est connu pour sa schizophrénie, un code de diagnostic de schizophrénie pourrait être codé par n'importe qui prenant en charge le patient. Merci. Merci beaucoup Pierre pour la présentation. Alain, du coup, est-ce que je te laisse prendre la suite? Oui, c'est top 20 minutes, hein, c'est bien, bravo, merci Pierre. Alors, juste pour rappeler, hein, qui code, donc effectivement, si le patient est inconnu,
Généralement, c'est une réunion d'équipe et on essaie de comprendre ce qui se présente et c'est plutôt le médecin qui va poser le diagnostic. Néanmoins, s'il n'y a pas de médecin dans certaines équipes, on peut tout à fait coder le motif de recours, comme ça a été évoqué. Et je vous rappelle que les diagnostics, que ce soit les F, les R ou les Z, sont téléchargeables et on peut les avoir comme je l'ai sur le téléphone et c'est assez pratique. Surtout que l'on peut même choisir les diagnostics les plus fréquents. C'est sûr qu'on ne va pas forcément utiliser dans les diagnostics R, par exemple, hostilité ou des choses comme ça, mais plutôt agitation, tristesse, hallucination, hygiène personnelle défectueuse. Enfin, on voit que nous avons des diagnostics récurrents régulièrement. Donc, il ne faut pas hésiter à coder parce que, comme l'a rappelé Pierre Blavier, c'est aussi pour assurer le suivi des patients quand ils changent de lieu, lorsqu'on transmet des dossiers, etc. C'est aussi pour avoir une photographie de la population qui est le public ciblé par nos actions et puis peut-être aussi pour faire des recherches. Alors, quand coder, eh bien, en ambulatoire, théoriquement, nous devons coder chaque acte en théorie. Et donc, vous voyez bien, si on rencontre le patient une fois par an, bah, ça sera un acte et un code. Si on le rencontre 10 fois, il n'est pas interdit d'avoir 10 diagnostics qui sont posés. Probablement les mêmes, mais pas toujours, et on va le voir plus tard avec des illustrations. Quoi coder? Alors, on a évoqué là les diagnostics liés aux patients. Peut-être, si on a le temps, avec l'ATI, on pourra développer la prise en charge les actes dans la communauté. Parce que pour certaines EMPP, cela représente 50, 60, 70% des actes. Et si on se réfère à la file active où il y a très très peu d'actes auprès des personnes, il peut y avoir de nombreux actes auprès de la communauté, notamment des réunions de synthèse, des cas cliniques évoqués, etc. Alors, peut-être évoquer donc une situation clinique, une première. Monsieur D, 54 ans, il est suivi par le MPP depuis quelques années, car il n'arrive pas à se fixer depuis qu'il a quitté sa compagne, qu'il hébergeait. Et donc, il ne peut plus consulter sur le secteur qui était son secteur référent, ce d'autant que celui-ci est très éloigné de Paris-Centre. Donc, c'est un patient qui a un passé addictif au cannabis, à l'alcool, et ces addictions, on va dire, l'ont conduit à se faire exclure. Il avait notamment un travail de chauffeur, il a eu plusieurs accidents, il a conduit en état d'ivresse, enfin bref. Il s'est désocialisé et s'est exclu de fait du monde du travail. Et donc, au moment où nous l'avons rencontré, c'était plutôt une addiction alcool-cannabis. Et au fil des entretiens, il semblait qu'il s'alcoolisait dans les moments de dépression. Et en reprenant son passé avec lui, ses accès dépressifs, il nous est apparu plutôt bipolaire, avec un alcoolisme secondaire venant, comment dire, dans sa représentation à lui, calmer ces moments dépressifs, alors que l'alcool est un aggraveur, aggrave les états dépressifs. Tout récemment, au sortir d'une cure ou d'une post-cure, nous avons proposé une consultation d'évaluation auprès d'un professeur d'université là, qui est rattaché à notre équipe au sein du GHU et très impliqué dans le domaine du TDAH. Et effectivement, le diagnostic s'oriente vers ce trouble.
Et de fait, on voit bien que le diagnostic n'est pas un diagnostic fixe. Ils sont sans diagnostic fixe, on pourrait dire SDF, hein, ça pourrait être ça, sans diagnostic fixe. Et pour la même personne, sur 3 années, nous avons 3 diagnostics différents. Addiction, alcool, cannabis. Le deuxième, c'est troubles bipolaires. Et le troisième, TDAH. Donc ça ne veut pas dire que ces diagnostics sont faux, mais tout simplement que les personnes et les troubles évoluent et qu'il peut y avoir un affinement du diagnostic au cours des rencontres. Et d'ailleurs, ce serait intéressant pour les personnes suivies plutôt long cours, même si ce n'est pas notre mission, mais on voit qu'au fil des ans, on a de plus en plus de personnes que nous traitons faute de traitement par les CMP. Eh bien, on pourrait effectuer un relevé évolutif, ou pas d'ailleurs, du diagnostic qu'ont ces personnes. Donc, c'est une illustration pour vous montrer que le diagnostic n'est qu'une photo à un moment donné. C'est une photo qui peut être floue, elle peut être zoomée sur un des aspects ou au contraire prise avec un grand angle, si on reste dans le domaine de la photo et dans cette analogie. Mais ce n'est jamais faux, même si cela peut être parcellaire. La deuxième situation clinique, et là, voilà, on va voir si on peut en discuter. C'est un monsieur qui est âgé de 40 ans, qui arrive en France à l'âge de 33 ans, en 2019. Et il dit avoir été soumis en 94 en Algérie à la vision de scènes de torture et de décapitation alors qu'il avait 8 ans. Bon, il évoque une période de repli pendant son adolescence, surtout pour se cacher, pour ne pas avoir à témoigner. C'est un détail important. Il fuit l'Algérie à 18 ans pour aller en Turquie, en Grèce, en Allemagne, en passant par l'Autriche, enfin bref, un parcours d'exil. Et en Allemagne, où il se pose un moment, il fréquente le milieu islamiste radicalisé. Et il prépare un projet d'attentat, il se fait arrêter et il va en prison. Il arrive un an plus tard en France, ce qui laisse penser d'ailleurs que la peine de prison n'a pas été si lourde que ça. Et là débute un suivi psychiatrique dans un centre médico-social de banlieue proche de Paris. Et malgré ce soutien, il est régulièrement emprisonné pour des violences aggravées suite à des raptus anxieux sur un fond de radicalisation, des séjours très variables en prison, 45 jours, 3 mois, 6 mois, 9 mois, entre 2018 et 2023, avec les différents centres pénitentiaires de la région Île-de-France. Et à chaque fois, il évoque des voix qui lui disent de faire du mal. Et il n'y a aucune critique de ces agissements violents. On le rencontre dans un centre d'accueil, un espace solidarité insertion, et à ce moment-là, le psychiatre est qu'il sur un centre médico-social va partir en retraite. Et on voit l'ordonnance, et il a à l'époque 2 benzodiazépines, 2 antidépresseurs, un neuroleptique, un thymorégulateur. Et par ailleurs, il prend du Lyrica, qui est un antalgique, anesthésiant, qu'il détourne de son usage, puisqu'il en prend jusqu'à une plaquette par jour facilement. Par ailleurs, bon, il est demandeur d'asile débouté, il fait appel, mais il est en situation irrégulière. Et il continue à pédaler sur son vélo de livreur de Deliveroo. Bon. Sa demande auprès de nous, c'est une prescription de Lyrica, hein, qui est un produit quand même toxique. Sinon, il continuera à aller à Barbès ou à Belleville pour s'en fournir. En mars, il se frite avec une arme blanche avec son voisin de l'hôtel où il est logé. Il est gardé à vue, puis envoyé en centre de rétention et il a une OQTF.
Il est sorti il y a quelques jours et j'espérais le voir vendredi en consultation. Il n'est pas venu. Alors, quel diagnostic poser pour ce monsieur? Un état de stress post-traumatique de l'enfance, bon, pourquoi pas, même s'il manque actuellement les signes cardinaux des états de stress post-traumatique. Des hallucinations auditives, puisqu'il dit qu'il entend des voix qui lui enjoignent de passer à l'acte. Alors, ces hallucinations, est-ce que c'est un état délirant chronique, hein? Là, on serait dans les F22, état délirant persistant. Mais enfin, pendant 120 jours en centre de rétention, il n'a pas été hospitalisé. Pendant les 6 ou 7 incarcérations, il n'a pas été hospitalisé. Voilà. Et puis, il a 6 pages de narratif qu'il a commises pour avoir son statut de réfugié qui ne sont pas du tout discordantes, dissociées, délirantes. Voilà. Est-ce que c'est une pharmacopsychose? On pouvait se demander cette question parce que ben, le Lyrica, potentialisé par les autres produits qu'il prend, ben, peut entraîner de l'agressivité, de l'auto ou de l'hétéroagressivité, des hallucinations, un délire, des symptômes psychotiques. Enfin, est-ce que c'est un trouble grave de la personnalité, de style psychopathie, avec une grande mythomanie, une intolérance à la frustration? D'ailleurs, les voix apparaissent surtout quand on lui propose des solutions qui ne lui conviennent pas. Donc, vous voyez, tous ces diagnostics s'entremêlent, l'un n'empêche pas l'autre. Bon, ça pourrait être une personnalité pathologique qui a eu un traumatisme et des effets secondaires d'un médicament détourné de son usage. Être au plus précis pour cette personne n'est pas du tout évident. Voilà. Donc, faut-il choisir dans un intérêt financier si nous étions, comment pourrait-on dire, financer l'activité, de choisir le diagnostic le plus lourd? Donc, ça serait un schizophrène ou un paranoïaque halluciné, voilà. Mais bon, nous ne sommes pas là pour, j'allais dire, trouver des moyens financiers pour l'équipe. On est là pour faire notre travail en toute liberté et en toute indépendance financière. Est-ce qu'il faut choisir un diagnostic qui comment pourrait-on dire, impacte plus ou moins les aspects médico-légaux, parce que de dire qu'il est complètement délirant pourrait atténuer sa responsabilité dans des passages à l'acte, ou au contraire dire que bah, il est responsable de ses actes, ce qui semble être le cas, puisque à chaque fois il est incarcéré. Et il n'a pas eu, par exemple, d'hospitalisation liée à une action du représentant de l'État, les ex-hospitalisations d'office. Donc voilà, je voulais aborder en quelques minutes la difficulté que nous pouvons rencontrer avec ces personnes qui fait que le diagnostic n'est pas une marque au fer rouge, mais que à chaque fois que l'on rencontre une personne, on peut modifier le diagnostic, ce qui va à l'encontre de positions idéologiques anti-diagnostiques psychiatriques qui seraient de dire que ben voilà, on stigmatise les personnes en mentionnant un diagnostic. Je pense que de ne pas mentionner de diagnostic, c'est une forme de stigmatisation, puisque on se retrouve dans la même situation du diagnostic des cancers il y a 20 ou 30 ans, où il fallait surtout pas parler de ces maladies honteuses. Voilà, on disait de maladies de longue durée, pudiquement. Et je pense qu'on a encore un travail de déstigmatisation à faire de notre propre côté. Voilà ce que je voulais vous faire passer comme message, et puis on peut échanger maintenant tranquillement. Merci beaucoup, Alain. J'ai vu qu'il y avait quelques questions dans le chat. Je ne sais pas si peut-être tu peux y répondre. Une première question qui était sur la difficulté de coder des actes auprès de personnes qui sont rencontrées à la rue, notamment pour l'accès à leur identité, enfin, aux informations relatives à leur identité.
Et la deuxième question qui était, est-ce qu'un diagnostic en R peut être le diagnostic principal? Alors ça, c'est Lati qui peut répondre sur la deuxième partie. Pierre, Pour les codes en R, oui, enfin, ma présentation, c'était peut-être pas assez clair, mais oui, un code en R peut tout à fait être un diagnostic principal. De même que certains codes en Z. Et c'est aussi pour ça que je vous invite à consulter le PDF de la CIN10 à usage PMSI qui précise les codes qui ne peuvent pas être mis au titre de diagnostic principal. Et puis, je vois aussi que ça parle de diagnostic longitudinal réservé aux psychiatres. Donc maintenant, on parle plus vraiment de diagnostic principal où à chaque épisode de soins, on attend au moins un de ces diagnostics principal qui est le diagnostic qui a nécessité la plus grande charge en soins, globalement. Et puis, pour rappel, on peut aussi coder des diagnostics associés pour préciser certaines situations. Et comme le disait justement Alain, le diagnostic principal peut varier d'un épisode à l'autre, même tout simplement par le fait qu'un patient peut être vu pour 2 problématiques de santé différentes. Et puis sur l'autre question, sur le recueil de l'identité, c'est vrai qu'il y a 2 aspects, différents à distinguer. Donc vous allez avoir un dossier patient dans lequel vous aurez une identité qui est peut-être pas tout à fait, confirmée parce que vous avez pas les éléments qui permettent de valider, l'identité du patient. Ça ne vous empêche pas de saisir des actes. Alors après, votre DIM aura des difficultés sur un taux de numéro de sécurité sociale manquant, mais de toute façon, de par les caractéristiques des patients pris en charge, votre DIM sait que vous aurez des difficultés à avoir une exhaustivité du recueil des informations administratives, donc c'est pas ça n'empêche pas la saisie d'activité. Donc après, il y a aussi une autre question sur l'identité, c'est l'information du patient, etc. Parce que voilà, mais ça n'empêche pas de recueillir de l'activité et de saisir des diagnostics. Donc. Alors, je vois là une question qui est le temps passé à remplir les diagnostics. Bon, j'aime bien, moi, les métaphores et les analogies. Enfin, j'ai une voiture. Je passe du temps à vérifier la pression des pneus, l'état de l'huile. Il m'arrive de m'arrêter dans les stations-service pour ajouter de l'essence. Ça me fait perdre un temps fou, tout ça. C'est insupportable. Néanmoins, c'est indispensable. Donc, ça n'est pas une perte de temps que de poser un diagnostic, c'est de s'assurer qu'il y aura un suivi de mon véhicule certainement, et puis un suivi du patient surtout. Donc, il ne faut pas le prendre comme une perte de temps, mais au contraire comme un moment où on se pose pour évaluer le travail que l'on fait. Merci Alain. Et il y avait une question sur le codage. Est-ce qu'on parlait de codage sur le DPI ou sur pyramide? Ah, Alors, peut-être pour préciser ce que disait Pierre tout à l'heure en disant qu'il y avait, selon les EMPP, plusieurs pratiques de codage. C'est vrai qu'actuellement, les rapports d'activité des EMPP remontent sur Pyramide et que le guide méthodologique de production du RIMP est soumis à interprétation, on va dire, et donc toutes les équipes ne recueillent pas de l'activité dans le cadre du RIMP à l'heure actuelle. Donc là, il y a un travail actuellement de réflexion conjoint avec la DGOS pour savoir si on pourrait pas créer des règles, enfin pour en tout cas homogénéiser ça. Et donc là, ce qu'on parle de codage, c'est dans l'outil PMSI de l'établissement. Alors après, ça peut être dans le DPI ou dans un outil à côté, mais voilà, je ne sais pas si ça répond à la question. Merci beaucoup. Il y a une question de Brigitte Marek. Pardon si j'ai mal Oui, prononcé le nom. non, c'est bien ça. Bonjour.
Moi, je voulais juste préciser quand vous parlez du codage diagnostique sur le RIMP et qu'effectivement, on peut se retrouver en difficulté parce qu'on n'a pas non plus le numéro de sécurité sociale et tous les éléments associés aux patients qu'on n'a pas forcément bien identifiés. Nous, on a eu une règle de conduite qui était de mettre en diagnostic associé le Z5970 qui correspond à aucune couverture sécu et qui permet de ne pas pénaliser l'absence de numéro de sécurité sociale. Voilà, et je voulais ajouter également, je ne sais pas si vous en avez parlé, mais il me semble pas que en tapant sur le moteur de recherche aide à la saisie de la SIM10, on peut rentrer les symptômes et on a le diagnostic qui correspond. Ça permet de rechercher, voilà, quand on sait pas, c'est pas forcément évident de trouver la catégorie diagnostic, mais en tapant juste des mots-clés dans le moteur de recherche de aide à la SIM10, on a le diagnostic associé. Voilà. Oui, il y a Oui, différents donc outils sur les... d'aide qui Ouais, existent. vas-y. Sur Internet, oui, il y a différents outils qui peuvent aider à naviguer plus facilement, à trouver un diagnostic assez facilement. Même bien souvent, en tapant sur Google un symptôme plus SIM10, on peut avoir des suggestions de codage. Après, dans l'idéal, il faut quand même toujours aller vérifier vraiment dans la SIM10 à usage PMSI si c'est le code le plus précis qui puisse être utilisé. Mais ça peut être une bonne aide pour s'orienter dans ce gros document. Et sinon, sur le code Z5970, en effet, dans le cadre de l'incitation, enfin du code, de la dotation qualité du codage, le fait d'avoir ce diagnostic-là fait que le patient n'est pas considéré dans les indicateurs qualité comme numéro de sécurité sociale manquant. Donc ça peut être intéressant de mettre ce code en diagnostic associé. Et pour vous faire gagner du temps aussi sur le codage des diagnostics, c'est vrai que vous pouvez, alors en amont, en lien avec vos cadres ou avec votre DIM, faire ce qu'on appelle un thésaurus, c'est-à-dire au lieu d'avoir une liste de codes de toute la SIM10, lister les codes les plus fréquents. Et comme ça, vous avez une liste très réduite de diagnostics sur lesquels vous pouvez vous baser pour coder. Et ça peut être de nature à vous faire gagner un petit peu de temps au moment de la saisie des informations. Alors, il y a plusieurs questions là qui apparaissent. Il Oui, y a la complexité du diagnostic entre addicto et psychiatrie. Je suis tout à fait d'accord, hein. Je le vois, puisque faisant partie de la commission d'admission du dispositif Un chez soi d'abord, on voit qu'il y a des diagnostics de schizophrénie avec toxicomanie, entre guillemets, secondaire, qui est donc une comorbidité qui permet l'admission, en tous les cas, de rentrer dans les critères d'admission de Un chez soi d'abord. Et puis, au fil des mois, au fil du suivi par le dispositif Un chez soi d'abord, on ne retrouve pas forcément la schizophrénie et on a une majorité de symptomatologie toxicomaniaque. Donc le diagnostic a un effet pervers qui est d'essayer de faire rentrer dans des cases des personnes pour lesquelles leur seraient attribués en fonction du diagnostic des avantages divers et variés ou des prestations diverses et variées ou des sorties de rue diverses et variées. Bref, le diagnostic est assez manipulable, ce qui est dommage, ce qui est regrettable, mais c'est un fait. Barbara, je ne sais Euh, pas si tu voulais prendre la parole peut-être avant qu'on balaye les autres questions. Je voulais poser une question, merci Emma. Est-il possible et légal de pouvoir inscrire un patient dont on ne connaît pas l'identité ou qui refuse de donner son identité par un pseudonyme? Et la question suivante, en effet, dans les MPP, on rencontre de plus en plus des migrants primo-arrivants, donc n'ayant aucune couverture médicale. Donc, c'est important de décoder les aides sans couverture médicale, mais parfois, on n'a ni les numéros de sécurité sociale, ni les vrais noms ou prénoms. Donc, est-ce qu'on peut ouvrir un dossier patient
informatique ou pas, enfin informatique, il faut espérer, mais à partir d'un pseudonyme, où la personne dit s'appeler, ou sur l'identité déclarative, tel qu'on fait dans les hôpitaux, hein, malgré l'identité-vigilance. Oui, c'est possible. Vous pouvez admettre, ça peut être le cas enfin, dans diverses situations, un patient pour lesquels vous n'êtes pas certain de l'identité, pour diverses raisons. Et ça peut être le cas, pas forcément en psychiatrie, mais ça peut être le cas, par exemple, en réanimation, où un patient Ben arrive oui. inconscient, on ne connaît pas son identité. Et donc, il y a des procédures d'identité-vigilance qui existent dans les établissements de santé, notamment, qui expliquent comment gérer ça, quel nom mettre, quel prénom mettre, quelle date de naissance mettre. Il y a des règles dans vos procédures d'identité-vigilance en établissement. Donc, c'est pas illégal et même, c'est important de le faire parce que ça permet de préparer un dossier patient qui pourra être utile par la suite, même si vous savez que l'identité est pas fiable à 100. Et sur le cas du refus de la création d'un dossier informatique, qu'est-ce qu'on fait malgré toute l'information, malgré le fait qu'il leur est signalé que ce dossier leur appartient, comment faire? Alors pour la création, ça j'aurais pas en tout cas pour le recueil d'activités, et le PMSI, c'est inscrit dans la loi et donc le recueil on a le droit de faire ce recueil. Il faut informer le patient, Oui, c'est mais ça. par contre, il ne peut pas s'opposer au traitement de ces données dans ce contexte-là, qui est un contexte réglementaire. D'accord. Voilà. Donc ça répond à la question, si le patient refuse qu'on fasse un dossier médical, nous on est en droit de le faire, ce d'autant que ça engage notre responsabilité s'il décède dans les minutes qui suivent notre intervention, par exemple. Après, sur le contenu du dossier médical, oui, Eh c'est oui, voilà. eh oui. Et ça fait le lien avec la question qui, enfin, c'est un peu la même chose aussi, mais savoir s'il y a bien confirmation que pour chaque patient rencontré par le MPP, un dossier doit être créé dans le DPI de l'établissement de rattachement. Ben oui. Il y avait une question également sur le codage des actes dans la communauté. Oui, on n'en a pas parlé, je l'avais évoqué. Est-ce que vous avez des choses à nous dire au niveau de l'ATI quant aux actes dans la communauté? Alors, ces actes-là, en fait, donc dans le cadre de l'expérimentation du RIMP, donc il y a déjà quelques années, parce que c'était autour de 2006, donc il y avait une réflexion sur le fait de coder l'activité qui n'était pas directement liée à un patient et qui était liée au fait d'organiser les soins, d'aller voir des structures extérieures qui pouvaient permettre à l'organisation des soins en général, mais pas destinées à la prise en charge d'un patient en particulier. Donc on avait appelé ça des actions dans la communauté. Donc cette activité ne rentre pas dans le cadre du RIMP. Donc c'est une activité qui n'est pas remontée à la TIH. Par contre, vos systèmes d'information peuvent être paramétrés, donc notamment par votre DIM, hein, pour recueillir ce type d'activité. Et donc vous pouvez avoir une comptabilisation de cette activité en interne et suivre justement ces activités. Donc avec différents actes dans la communauté. Par contre, c'est pas. Enfin, après, ça dépend d'un établissement à l'autre. Par exemple, c'est probablement le cas au GHU. Vous devez avoir des patients qui s'appellent communautés, donc qui sont des patients pour lesquels il n'y a pas d'activité Edgar, qui sont des patients pas réels, sur lesquels vous mettez cette activité. Voilà. Après, ça, c'est des pratiques qui peuvent différer d'un établissement à l'autre. Euh, mais voilà, donc ça ne remonte pas en tout cas aux tutelles, la TIH. Alors après, peut-être Emma, parce que ça, j'ai pas toutes les infos, je sais pas s'il y a des éléments dans le cadre du rapport pyramide qui remontent peut-être quelques informations qui peuvent être déduites des actions dans la communauté. Donc peut-être que votre établissement utilise les actes dans la communauté pour remplir le rapport pyramide. Ça, je suis pas sûr à 100%. Enfin voilà, c'est une possibilité. C'est-à-dire qu'on a rajouté un menu déroulant à notre recueil sur Cortex
qui intègre les items principaux de Pyramide. Et donc, comme on nous demande dans Pyramide les actes dans la communauté, on le code sur Cortex aussi, quoi. Mais ça, à mon avis, ça peut être fait avec tous les logiciels qui recueillent l'activité, que ce soit des Xker ou d'autres. Enfin. Et là, on voit bien l'intérêt, enfin l'appui des DIM qui est totalement indispensable pour les EMPP. Il y avait une question du docteur Laurent qui était si le patient n'a pas demandé à être pris en charge. Donc ça, j'imagine que c'était par rapport à l'ouverture du dossier. Vous pouvez répondre au niveau Oui. de la TI? Oui. Oui. La question, elle est plus de savoir si on peut ouvrir un dossier médical que si on peut recueillir l'activité. Parce qu'après, l'un découle l'autre. C'est vrai que c'est une situation qui peut être un peu complexe ou intermédiaire, donc à voir comment la traiter au cas par cas, je pense. Après, en termes de recueil d'activité, parce que ça peut être la posture du patient initialement, et après, vous arrivez à le prendre en charge, et il accepte la prise en charge. Et donc, en tout cas, les actes que vous auriez pu réaliser en amont pourront être saisis de façon un peu rétroactive si vous ne pouvez pas ouvrir le dossier tout de suite. Voilà. Alors, le droit d'opposition du patient, la personne est dûment informée de son droit d'exercer une opposition à l'échange et au partage d'informations la concernant. Elle peut exercer ce droit à tout moment, oui. Oui, alors après, donc ça c'est le RGPD qui est rappelé là. Le RGPD, il a quand même quelques exceptions, notamment, enfin quelques exceptions. En tout cas, c'est les droits de base du RGPD, mais dans certaines situations, le traitement est défini par la loi dans le cadre de la prise en charge, et c'est le cadre du PMSI. Et donc, dans le cadre du PMSI, il n'y a pas de droit d'opposition, à ma connaissance, qui est prévu. Parce que, par exemple, si vous êtes pris en charge en médecine chirurgie obstétrique, ça voudrait dire que vous n'êtes pas pris enfin, vous assurez vous-même la prise en charge financière de vos soins. Parce que le PMSI sert à la valorisation. Voilà. Mais le droit d'opposition, c'est en fait le droit j'allais dire, de diffuser des informations médicales et à échanger, puisque c'est une opposition à l'échange et au partage d'informations. Mais à partir du moment où le secret professionnel s'applique aux équipes qui prennent en charge les personnes, ça n'est pas un partage d'informations, c'est un secret professionnel élargi. Oui. Il y a aussi cette notion qui est importante, oui. Ben oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou peut-être des remarques, des souhaits de partage de cas cliniques ou d'expériences par les équipes? Ou est-ce que c'est relativement clair pour tout le monde? S'il n'y a pas d'autres questions, on peut... Ah, Barbara. Ah, il y a Vas-y, Barbara. Oui. Peut-être avant de terminer, rappeler un peu à quel moment les secrets professionnels peuvent être levés. Pardon, je sais pas. Ah, pardon, à quel moment les secrets professionnels peuvent être levés? C'est une équipe, une MPP rencontre quelqu'un qui dit ça y est, demain je vais passer à l'acte, ma bombe est préparée, quoi. Je vais peut-être laisser le docteur Mercuel répondre à cette question.
Parce que le côté ATH, j'ai pas Euh, ou si vous avez la réponse, parce que moi Écoutez, je l'ai pas. le secret professionnel est absolu. Voilà, ça c'est une chose. Ensuite, il peut s'élargir aux équipes avec qui on travaille et avec qui même on peut échanger. Ça peut être même des équipes sociales ou médico-sociales, à condition que ce soit bien défini et clairement défini. Ça, c'est un texte qui existe. Maintenant, ce n'est pas une levée de secret professionnel, c'est un secret professionnel élargi. Moi, dans ma carrière, j'ai eu une seule fois la notion d'un secret professionnel qui a été levé, c'est quand on est condamné, enfin pas condamné, mais accusé, soit en cour d'assises ou ailleurs, et que pour vous défendre, vous êtes obligé de lever le secret professionnel, en disant que, bah, par exemple, c'est pas vous qui avez tué cette personne, mais c'était le patient qui était dans votre bureau. Bon, voilà, alors que vous êtes tenu au secret professionnel. Bon, donc, le secret professionnel, il est absolu et il faut le conserver. C'est pour ça que lorsque l'on fait un partenariat, lorsqu'on conventionne avec un partenaire social ou médico-social, il faut absolument que dans la convention soit mentionné un article autour de ce secret professionnel partagé. Je rappelle qu'on on dit pas secret médical, hein, on dit secret professionnel. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le secret professionnel est partagé quand il s'agit d'informations utiles à la coopération. Oui, oui, tout à fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire que si ça aide la personne, c'est évident qu'il faut partager ce secret professionnel. Si si ça n'a aucun intérêt pour la personne, il faut surtout pas le faire. Alors sur la Et réquisition, alors ça, encore une fois, sur la réquisition, euh, c'est si on est soi-même mis en cause. Voilà. Mais moi, j'ai jamais donné sur réquisition un diagnostic, hein. Je dis le dossier médical est à la disposition du juge. S'il veut faire une saisine du dossier médical en présence du Conseil de l'ordre, en présence des forces de police ou de la gendarmerie, bah, qu'il le fasse. Et à ce moment-là, il saisit le dossier. Mais en tous les cas, il est hors de question de donner un diagnostic par courrier, par téléphone ou autre, hein. Parce qu'en plus, maintenant, avec les faux et usage de faux, etc., on peut se retrouver avec un papier qui n'émane pas de la préfecture, par exemple. Donc, moi, je conseille face à une réquisition, c'est saisine du dossier en bon uniforme. Voilà. il y avait une autre question de l'EMPP de Redon qui dit que jusqu'à présent, nous ne déclarons aucun acte sauf sur pyramide. Nous avons demandé au DIM comment coter nos actes, mais pas de réponse. Devrions-nous faire des écarts? C'est quoi des écarts? C'est les actes C'est la grille RIMP. Edgar Oui. Ah, dans le cadre du Edgar! Ah RIMP. oui, j'avais Edgar, oui, compris. pardon. Écart. Oui, Non, oui. non, Edgar. Ah oui, oui. C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure avec Pierre. Actuellement, les consignes sont pas tout à fait compris de façon homogène. Et donc, c'était la première diapositive de Pierre qui disait qu'il y avait certaines équipes qui ne faisaient pas de recueil dans le et donc, c'est probablement ça qui a lieu à Redon. Et donc, l'idée, c'est justement, il y a un travail en cours pour homogénéiser les consignes et donc homogénéiser le recueil au niveau national pour peut-être que peut-être que le DIM est moins concerné là, dans cette situation-là, parce que interprète le guide méthodo en se disant que le MPP n'est pas concerné par le recueil RIMP actuellement. Voilà. Merci, Fabien. Euh,
Donc, on a une autre question. En psychiatrie, il y a des soins libres et des soins sans consentement. Si la personne ne souhaite pas les soins libres et ne relève pas des soins sans consentement, comment peut-on lui ouvrir un DPI en respectant ses droits? Vous voulez dire si elle relève des soins sans consentement et non pas des soins libres, du coup? Docteur Laurent, peut-être si vous voulez prendre la parole pour expliquer votre Oui, question. je vais prendre la parole, ce sera plus simple. En fait, si la personne, on la voit dans la rue, elle n'a pas demandé d'être prise en charge, elle ne relève pas du péril imminent, etc. Comment peut-on ouvrir un dossier en disant, mais si, on t'a vu, et même si tu ne veux pas, on va te créer un dossier. Pour moi, c'est le non-respect de ses droits. Elle n'est pas venue d'elle-même. Elle n'a rien demandé. Oui. Un enfant qui naît avec une méningite ne demande rien. Un adolescent suicidaire reclus chez lui ne demande rien. Voilà. Le problème est de savoir si on repère, nous, un trouble psychique qui nécessite des soins urgents, pas urgents, en SDRE ou en SPPI, etc. Ça, c'est notre travail d'évaluation. Si c'est juste un signalement par une structure sociale ou médico-sociale type maraude qui nous dit, bah voilà, il y a tel monsieur, il fait du bruit la nuit, il gêne les patients, et les passants, on va le voir. Bon, s'il n'y a rien de psychiatrique, voilà, on n'ouvre pas de dossier psychiatrique. Maintenant, il peut avoir une phlébite, il peut avoir une méningite, il peut avoir... on est d'abord médecin avant d'être psychiatre, par exemple, hein, et on est d'abord infirmier avant d'être infirmier psy. Donc, il faut être très, très prudent lorsqu'on n'ouvre pas un dossier, parce que ça nous met plus en danger s'il arrive quelque chose à la personne. Oui, tout à fait. S'il y a voilà, quelque chose d'urgent, il faut vraiment la prendre en charge. C'est comme les patients, oui, qui se retrouvent aux urgences, etc. Oui. Mais si l'équipe a vu le patient, on n'estime pas qu'il faut installer tout de suite une prise en charge, etc. Et surtout, le patient refuse. Voilà, pour moi, ouvrir un dossier juste parce qu'il faut coder, c'est pas très... Non, mais à ce moment-là, personne. sur Cortex ou sur le dossier RIMP, on n'a pas besoin d'ouvrir le dossier. Par contre, sur Pyramig, c'est un acte qui nous a demandé, par exemple, 2 heures de déplacement et on peut le coter dans les... je ne sais plus quelle question c'est, je ne l'ai pas en tête, mais c'est les adressages qui ne concernent pas la psychiatrie. Ni les soins somatiques. Enfin, c'est des mauvais adressages. C'est comme une EHPAD qui nous demande de venir voir quelqu'un qui s'agite et ça n'est pas psychiatrique, quoi. Et quand même, il faut aussi se rendre compte que, notamment l'enquête Samantha l'avait démontré, c'est que 75% des personnes rencontrées lors de cette enquête avaient déjà un dossier psychiatrique, hein. Donc ça veut dire qu'il faut quand même essayer de faire un minimum d'historique sur ces personnes-là. Essayer de comprendre si c'est une réticence, si c'est... oui, c'est ça, si on est dans le cadre d'une réticence et les personnes ne veulent pas parler, ne veulent pas discuter, et si c'est une fugue de SDRE, on a l'air fin à ne pas ouvrir de dossier, quoi. Je pense qu'il faudrait, s'il y a donc un travail en cours pour harmoniser les pratiques, je pense voilà, tous ces cas, ça doit être précisé. En général, oui, s'il y a la prise en soin, on ouvre le dossier. Sinon, voilà. Sinon, effectivement, les équipes vont être aussi perdues, soit ouvrir à tout le monde, soit... Bref, il faut de la clarté. Oui, oui. Merci. C'est bien noté.
Il y avait une question de Marie-Jo Pastan également. Je vous laisse prendre la parole. Bonjour, désolée, j'avais un petit problème avec mon ordi. En fait, je trouve très intéressant ce webinaire, mais je voudrais juste clarifier un point pour être être certaine en premier lieu que j'ai bien compris. En fait, et c'est l'utilité de ce webinaire, le codage des actes est destiné à valoriser l'activité et également à identifier, à ouvrir un dossier, qu'il soit au nom du patient ou un nom anonymisé. En fait, c'est ouvrir un dossier en cas de suite à donner pour la responsabilité médicale ou une orientation aux urgences. Et voilà. En revanche, Pyramide, ce sont des remontées des données que je connais plus, qui seraient remontées via les établissements de santé. Et là, ce sont des remontées de données qui arrivent au niveau national et qui nous permettent à tous d'avoir une visibilité sur votre activité. Mais cette remontée de données ne permet pas de générer une valorisation. Donc, en priorité, la valorisation à mettre en œuvre, enfin l'ouverture des données à mettre en œuvre serait celle via les DIM. Est-ce que j'ai bien compris, ou via le codage? C'est à la TI de répondre là. Oui, je pense qu'il faut distinguer valorisation, recueil d'activité. Oui. Même Voilà. parce que là, vous parlez de pyramide, mais en fait, dans le cadre du RIMP, toutes les données qui remontent dans le cadre du RIMP ne sont pas valorisées dans le cadre de la dotation à la file active. Il y a certaines activités qui sont dites spécifiques et qui ont un financement qui est national. Notamment, par exemple, on va donner un exemple, les UMD, les UHSA, qui recueillent de l'activité RIMP, mais qui n'ont pas de financement via le RIMP. Donc, C'est le cas des il faut... EMPP. Hein. Oui. Et voilà, c'était un peu, et je pense que ça sera plus Emma qui complétera mon propos, mais voilà, c'est ça qu'il faut noter. Mais par contre, ça a un intérêt, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Pierre, c'est que même si il y a juste une remontée d'activité, il y a des informations qui sont utiles pour, notamment au niveau des ARS, pour suivre l'activité de ces structures, voir le lien avec le MCO, il doit en avoir, le lien avec la psychiatrie. Et donc, et puis aussi, voilà, travailler autour de l'offre de soins. Il y a pas que, enfin voilà, il faut pas avoir en tête chaque acte va représenter des euros. C'est pas l'objectif du recueil, c'est pas ça, alors que ça soit Pyramide ou le RIMP. Je sais pas, Emma, si tu veux compléter, mais Non, non, mais tu as tout dit. Enfin, c'est vrai qu'on avait fait le choix, par exemple, l'an dernier, quand il y a eu des crédits nouveaux qui ont été délégués aux EMPP, on pouvait soit les flécher dans la dotation populationnelle, soit les mettre dans la dotation flexible, en tout cas, ou faire les deux. Et on a décidé de les mettre que dans la dotation populationnelle parce que c'est vrai que l'activité des EMPP est à la fois auprès des patients et en même temps auprès des acteurs de première ligne, que par ailleurs, l'activité diffère énormément selon l'implantation de l'équipe sur le territoire. Et donc, il n'y a pas ce raisonnement par rapport à l'activité et cette volonté, en tout cas, au national, d'encourager à faire un maximum d'actes parce qu'on sait bien que bon, enfin, voilà, le quotidien est très différent, en tout cas, en fonction des équipes. Et donc, Oui. effectivement, il y a un recueil d'activités, mais il n'y a pas de valorisation financière derrière avec ce recueil-là. Au même titre que, par exemple, un hôpital de jour va venir valoriser son activité avec un nombre d'actes. Là, c'est pas du tout la même chose pour les EMPP. Et donc, il y a vraiment l'importance pour nous, en tout cas, de faire les deux quand même, de pouvoir remonter à la fois via le RIMP et à la fois via Pyramide. Parce que déjà, il y a des questions dans Pyramide que l'on n'a pas, en tout cas, via le RIMP, et que ça permet d'avoir une vision d'ensemble aussi un petit peu homogène. Et puis, c'est vrai que voilà, ces deux recueils ne sont pas forcément à destination des mêmes personnes. Euh, mais donc, il y a vraiment ces deux choses-là à travailler en parallèle. En parallèle, ou même d'ailleurs à implanter, parce qu'on sait qu'il y a enfin, voilà, il y a certains DIM qui travaillent aussi à pouvoir implanter directement les données qui sont dans le RIMP dans le rapport pyramide pour faciliter le travail des équipes. Donc voilà, ça dépend aussi des choses qui peuvent être mises en place au niveau de l'établissement.
Après, est-ce qu'il y a des moyens, et j'arrête après mes questions, est-ce qu'il y a des moyens de faciliter, d'aider pour d'optimiser? C'est très important, effectivement, j'ai le recueil, mais est-ce qu'on aurait des moyens à donner aux équipes de leur faciliter la saisie? Vous avez évoqué le téléphone portable. Moi, je pensais à l'outil Mano qui est intéressant pour les équipes mobiles. Mais quelque chose qui leur simplifierait, voilà, vous avez cité le thésaurus. Est-ce qu'il y a d'autres pratiques qui peuvent être aidantes dans la pratique, dans le quotidien, pour faciliter la tâche? C'est un poste de secrétaire dans chaque EMPP, quel que soit l'équivalent en plein. Ça peut être 0,1, 0,2, 0,3, voire 1 ETP. Mhm. Et je sais aussi que dans certaines régions, les coordinateurs avaient travaillé avec l'ensemble des équipes pour avoir justement des outils qui soient communs à l'ensemble à l'ensemble des professionnels et que voilà, il y ait déjà une homogénéisation un petit peu des pratiques et puis qu'ils puissent mettre en commun aussi les outils qu'ils avaient travaillés les uns les autres. Donc peut-être aussi se rapprocher en région des différents coordonnateurs qui peut-être ont mis en place ce genre d'outils. Alors il y a une question, c'est qu'est-ce que Mano? Non. Barbara, tu veux répondre comme c'est porté par l'Île-de-France? Sinon, qu'est-ce que Je Mano? pourrais- En fait, c'est un outil de recueil qui a été inventé par une start-up incubateur d'État, donc financé par l'État et pris en charge ensuite par les ARS, qui permet de vraiment penser pour les équipes mobiles et donc interactive, qui permet de noter la personne était vue à tel endroit, où lui a préconisé, j'ai dit n'importe quoi, un soin infirmier, et après quelqu'un répond. Donc, c'est des dossiers partagés. Rencontrer la même personne 3 jours après, elle a bien fait son pansement, elle a bien eu son soin, etc. Et donc, après, ça permet une extraction de l'activité. Mais c'est tout d'abord un outil pour le suivi des patients, en fait. C'est pas un dossier médical, c'est vraiment un suivi des patients qui peut être rencontré par plusieurs équipes et ça permet d'avoir un peu un parcours patient quand les personnes sont là. Voilà, je pourrais pas aller plus loin parce que, mais en gros, c'est ça. Merci beaucoup. Et nous, c'est les équipes mobiles santé précarité, les ESIP, enfin, tous les équipes mobiles à mesure 27 qui utilisent cet outil. Madame Marek, vous avez une autre question? Votre micro est coupé. Oui, je me demandais pourquoi il n'y aurait pas un outil sur le national, puisque les EMPP sont un dispositif national, d'une notice pyramide qui vient vraiment reprendre toutes les questions du rapport et les détailler et les définir. Je sais qu'il y en a une qui existe sur le site du ministère de la Santé, mais qui est incomplète. Voilà, donc je me posais la question de pourquoi il n'y a pas cet outil et est-ce qu'on pourrait envisager un tel outil? Alors, j'ai l'impression qu'il y a quand même deux choses différentes, parce que là, l'outil dont vous parlez au national, c'est pas exactement la même chose quand même que les outils qui permettent aux équipes de faire un recueil d'activités, en tout cas sur les actes qui vont être dispensés auprès des patients. Sur la notice d'utilisation, nous, effectivement, on avait travaillé ça avec l'ensemble des coordonnateurs l'an dernier, et c'était sur la base enfin, des questions qui avaient été posées par les équipes et enfin, voilà, des questions qui parfois posaient des difficultés, en tout cas, dans le cadre du rapport pyramide. Enfin, cette notice, elle avait aussi vocation à être temporaire dans le sens où on a normalement, en tout cas, pris en compte beaucoup des interrogations des équipes pour les intégrer dans les nouvelles questions du rapport pyramide que l'on a pu retravailler tous ensemble avec les coordonnateurs. Par contre, s'il y a d'autres questions qui sont, euh, enfin voilà, des deux interrogations qui existent encore pour les équipes et pour lesquelles il y aurait besoin d'avoir une réponse et qu'on pourrait intégrer à la notice, il n'y a aucun problème. Après, voilà, là, il faut juste faire remonter ces interrogations à vos coordonnateurs pour qu'on puisse, ensuite, pardon, nous, on puisse le travailler ensemble et avoir ce document. Mais c'est vrai qu'il existe et il a vocation à être alimenté en fonction Mm. des
différents retours des équipes. Donc, n'hésitez pas à faire remonter vos questions. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il me semble qu'on a balayé l'ensemble des questions qui étaient dans le chat. Il y en a une, on est passé à travers, c'est quid des attestations certificats demandés par les personnes pour faire valoir leurs droits? Ça dépend de ce qui est demandé, mais on ne peut pas refuser entre guillemets, un certificat de consultation. On n'est pas obligé de mettre un diagnostic. Maintenant, en ce qui concerne les certificats pour obtention d'un droit d'asile pour des raisons médicales, c'est beaucoup plus compliqué. Et dans la mesure où il y a eu une inflation de ces certificats, j'ai l'impression qu'ils ont de moins en moins de poids. Donc, il faut rester vraiment prudent et puis dire qu'on ne peut pas soigner les gens dans leur pays, ça va vraiment dépendre du pays, quoi. Peut-être les Inuits n'ont pas d'aldol ou d'autres, mais c'est de moins en moins évident de démontrer que dans le pays, on ne peut pas traiter quelqu'un qui est psychotique, par exemple. Bien, si on a fait le tour, sauf dernière question, mais déjà, on peut remercier l'ensemble de nos intervenants pour vos présentations et puis pour avoir répondu à l'ensemble des questions. Le webinaire est enregistré et vous sera envoyé. Donc, vous aurez l'ensemble des informations. Et puis voilà, comme je le disais, s'il y a d'autres questions, en tout cas, qui persistent, notamment dans le cadre du remplissage du rapport pyramide, n'hésitez vraiment pas à nous les faire remonter pour qu'on puisse éventuellement travailler à un document qui sera partagé au niveau national. Et j'ai plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée. Et puis, on se donne rendez-vous au prochain webinaire qui sera à la rentrée. Et vous avez normalement l'information via la newsletter, mais on vous renverra une invitation officielle très bientôt. Eh bien, bel été à tous alors. Bonne journée, au revoir. Merci beaucoup, Merci. bonne journée. Au revoir. Au revoir. Bonne journée, au revoir, merci. Merci, au revoir. Au revoir.